Alors, on passe à l'interview donc de Mathieu. Donc déjà, merci vraiment d'être là. Ça nous fait très plaisir de te recevoir. Donc, j'ai été un petit peu sur Internet, regarder un petit peu, justement, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédien. Et donc, j'ai appris que tu avais fait des cours Florent. Exactement, j'en suis sorti. J'avais vu dans mes souvenirs Facebook il y a 2-3 jours, ça fait depuis 2019 que j'ai fini. D'accord. Donc ça fait 3 ans que j'en suis sorti et que je suis sur le marché du travail. D'accord, donc 3 ans que tu as arrêté les cours Florent. Voilà. Donc, alors pourquoi justement tu as décidé d'aller au cours Florent Pourquoi spécifiquement cette école Est-ce que c'est le nom qui t'a un petit peu... Non, c'est ma daronne. D'accord, ok. Non, comment vous expliquer? En fait, pour faire simple, j'ai démarré ma carrière de comédien sans être comédien, entre guillemets. En gros, c'était un concours / casting organisé par Kazé France en 2016 pour la VF de One Punch Man. En gros, c'était juste faire une rythmo, etc. Et en gros, c'était les 100 plus likés étaient soumis à un jury. Et moi, j'étais pas du tout dans... les 100 plus likés, pardon, les 10 plus likés. Et en fait, moi, j'étais justement dans les 100. Je me faisais pas d'illusions. Et en fait, j'étais les 10 plus likés, si on regardait bien, c'était beaucoup d'influenceurs et de youtubeurs. D'accord, Genre, ok. Et le truc, c'est que j'ai eu cette surprise un soir. Je vais sur ma boîte mail, comme toutes les 2 semaines, entre guillemets. comme tout le monde. Hein. Voilà. Et là, je vois un message avec Kazé, fait que quoi? Hop, félicitations Mathieu, tu seras dans la VF de One Punch Man. Ok. D'accord. Donc là, j'en revenais pas. Donc j'ai fait l'enregistrement. Évidemment, j'ai touché un cachet pour ça. Ouais. Et ça aurait pu s'arrêter là. Ça aurait pu s'arrêter là parce que ma mère, justement, qui m'a élevé seule, pendant longtemps, c'est la mère qui s'inquiète pour son fils, quoi, son fils unique. Et donc elle est en mode oui, mais Mathieu, comédien, c'est pas alimentaire, c'est difficile, patati patata. Elle a vu le cachet, elle fait je t'ai toujours vu dedans en fait. D'accord. Et donc, 1 mois plus tard, c'était mon anniversaire. Et surprise pour mon anniversaire, stage d'accès au cours Florent, que j'ai réussi. Et donc, elle m'a aidé un petit peu à financer le cours Florent et ma vie sur Paris. D'accord. Mais sinon, j'ai dû bosser pour payer ça. Ah oui, je me doute, parce que le cours Florent, on rappelle, c'est une école qui est très coûteuse, voilà, mais des très grands noms sont sortis quand même de ce cours. Voilà. Principalement, l'équipe du Visiteur du Futur, Florent Dorin, si je ne me trompe pas, sort du cours Florent. Voilà, pour la partie, entre guillemets, pop culture geek, pour ceux qui ont grandi dans les années 2000 et sur Internet, voilà, avec le Visiteur du Futur. José Garcia aussi. José Garcia qui est très pop culture, hein. Il fait beaucoup de doublage, José Garcia. Et oui. C'est Mouchou dans Mulan. Et oui. Et exactement. C'est Alex dans Madagascar. Ah oui, non, c'est clair. Et donc voilà, moi j'ai un peu continué un petit peu, donc j'ai vu que tu faisais donc la voix dans One Punch Man, et on en discutait en off justement avant ton arrivée donc au studio avec Jérôme. C'est vrai que la VF de One Punch Man, elle a ce côté un peu Ken le Survivant, où vous preniez des voix à l'époque un petit peu, hey, viens ici, comme ça, toi. Est-ce que c'était voulu de la part de Kazé, ou est-ce que vous avez été en mode carte blanche? Moi j'ai eu carte blanche, en fait c'est très simple, j'ai fait, même sans être comédien, j'ai fait un travail justement de comédien. C'est-à-dire que quand on a fait la bande rythmo, parce que j'ai redoublé exactement la même en studio. Et ce qui se trouve, donc je vois une menthe religieuse géante, et un personnage rachitique, et je suis en mode attends, ça parle comment, un truc comme ça, pour moi ça peut pas être un truc en mode non, forcément pour moi ça va être un truc vraiment en mode donc vraiment très éraillé dans la voix, très tu vois ce que je veux dire, ouais, strident, très strident, voilà c'est ça, très strident. Et c'est un petit peu ça, justement, le travail d'un comédien. Et justement, là, dans certains médias, comme le jeu vidéo, et bien des fois, on n'a pas les cinématiques. Ah oui. Dépendant du budget, etc., ou du jeu, on va pas avoir les cinématiques. Des fois, on va simplement... juste le texte. Et des fois on peut avoir l'artwork... un visuel quand même du pour personnage, voilà, et comme ça aide. Ouais. Mais après, on a juste les indications audio, quoi. Il y avait un personnage, c'était mon premier jeu vidéo, c'était un jeu qui s'appelait No Straight Roads. C'était un personnage qui était une sorte d'archétype, de méga archétype du geek, avec de gros guillemets, ultra fin. Et donc, je l'ai fait parler comme ça. Et etc.
Et ça a marché. D'accord. Ça a marché. Et alors justement pour Tinistina, t'avais justement l'artwork des gobelins. Ouais, j'avais eu l'artwork des gobelins et donc justement pour moi ça devait parler avec comme la voix que je leur ai donnée. Ouais, carrément, ouais. Justement. Donc on continue un petit peu. En 2019, tu fais un one man show. Ouais, enfin seul en scène. Bon, je suis très chiant là-dessus. Ouais, j'ai fait, seul en scène, d'accord, ok. C'était un mélange. C'était un seul en scène qui mélangeait donc théâtre, un petit peu, on va dire, de one-man show, parce que je racontais quelques anecdotes de ma vie, mais aussi pas mal d'imitations et de chants. En gros, c'était une pièce que j'avais appelée Hakuna Matmavoix, qui était une pièce de théâtre où justement je racontais ma vie à travers des personnages et des chansons Disney. Et je remaniais les paroles pour pas me faire baiser par la SACEM. Et non, je rigole. Mais en premier lieu, pour que ça colle à ma vie. Et la deuxième partie était en impro totale. D'accord. C'est-à-dire que je demandais aux gens avec qui ils voulaient discuter, je demandais pas, attention, justement, c'est là que le théâtre et le jeu rentrent en scène, je demandais pas avec qui, je demande pas qui voulait que j'imite. J'ai dit avec qui vous voulez discuter. Parce que justement, c'était là qu'il y avait la part théâtrale, je leur disais, à partir de maintenant, là, physiquement, je suis avec vous, mais mentalement, je serai ailleurs. Mon corps ne servira que de passerelle entre vous et les personnages. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez un personnage, je changeais de ma posture, je changeais ma démarche, évidemment ma voix pour correspondre un maximum au personnage avec comme je pouvais, quoi. C'est super stressant ça, du coup. C'est toi qui t'es dit tiens, je vais faire une partie spéciale impro. Complètement. Et pour peut-être apprendre entre guillemets ou. Ouais, alors que l'improvisation ça a été toujours un petit peu ma bête noire. J'étais une personne qui bégayait entre guillemets beaucoup, qui n'arrive pas à accepter la proposition de l'autre entre guillemets. Et c'est louable de se dire ouais, je vais faire ça exprès comme ça va me sortir du truc. Voilà. Et tu pouvais faire n'importe quel personnage, parce qu'il y en a beaucoup. Ça dépendait. En fait, je trixais si je voyais que ça prenait trop de temps ou que je prenais trop de temps sur un personnage, etc. En fait, j'étendais la chose et des fois, si j'oubliais, je disais écoutez, la prochaine fois, comme ça revient. Mais en plus, c'était ça le but. C'était aussi le but que la pièce ne soit jamais la même. Il y a des gens qui sont revenus la voir plusieurs fois, surtout que cette pièce, je la jouais gratuitement. Et vraiment, à chaque fois, ces mêmes personnes rigolaient. Et à chaque fois, les voix qu'on me demandait n'étaient jamais les mêmes. Donc ça, j'en étais très content. Donc ok. Et après, c'était pour la période 2019. Ouais. En 2020, j'ai été voir un petit peu. J'ai vu que tu avais attaqué tout de suite au mois de janvier par TikTok. Tu as commencé le 14 janvier, plus précisément. Tu as fait un TikTok. Et en fait, sur TikTok, au début, c'est normal. On est personne. Entre guillemets, c'est difficile de se faire un nom. Et par contre, en fin d'année 2020, tu sors un banger, comme on dit maintenant sur l'internet. Tu sors le calendrier de la voix, et dès ton deuxième opus, donc le deuxième jour, ça claque, ça pète. 237 000 vues, avec justement le calendrier de la voix qui parle d'Harry Potter. Et tu commences par une imitation de... je l'ai noté parce que... Je crois que c'était Maugret, mais c'est Maugret Folloy, voilà. Et là, à ce moment-là, je pense que les abonnés ont dû affluer parce que tu faisais un TikTok par jour et tu faisais des imitations différentes à chaque fois. C'est ça. Donc, gros travail de préparation, mais vous allez voir que niveau gros travail de préparation, Mathieu, c'est quelqu'un qui travaille énormément, quasiment 7 jours sur 7. Exactement. Voilà. J'ai pas de temps de repos. À tel point que TikTok en pâtit. Oui, parce que là, en ce moment, qui me fait un petit peu... qui m'embête un peu. Mais bon, au niveau du TikTok, j'ai envie de dire, comme tu l'as déjà dit sur ton TikTok, tu ne vis pas des réseaux. Exactement. Tu vis principalement des soirées que tu organises dans différents bars. Donc, on va noter le Reset Bar, qui est 17 rue du Cygne à Paris, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et donc... tous les dimanches. Tous les dimanches, voilà. Et donc là, par contre, tu peux nous expliquer un petit peu le concept de tes soirées au Reset? Alors en fait, c'est très simple. En fait, mes soirées en général, ça dépend toujours du lieu, ça dépend de l'ambiance, ça dépend du public. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction aussi de ce que les gens veulent, je m'adapte. Étant donné que je suis dans des bars très bars à thème et très pop culture, c'est des soirées vraiment quiz, des soirées blind test, des soirées quiz, blind test, des soirées karaoké, des fois même des trucs assez connus mais que je réadapte pour que ce soit entre guillemets ma version.
Et voilà, j'essaie de bouger beaucoup dans ce genre de truc. Une soirée, alors une soirée type entre guillemets, tu la prépares comment? Ça te prend combien de temps pour la préparer? C'est genre, c'est la semaine complète pour le dimanche? Ça dépend. En fait, non, ça peut vraiment varier. Ben, en fait, le truc, c'est que par exemple, quand je fais un quiz, ce qui se passe, c'est que je fais mes questions et en fait, à chaque fois, je regarde mes questions et je suis en mode, alors, celle-là, est-ce qu'elle est... Chaque question, vraiment chaque question, je me mets à la place de la personne que je vais avoir en face de moi, entre guillemets des clients, en mode... Est-ce qu'elle est trop dure? Ouais, est-ce qu'elle est trop dure? Est-ce qu'elle est pas trop simple? Est-ce qu'elle est marrante? Est-ce qu'elle risque pas de heurter? Sait-on jamais quand on a envie de faire une blague, les gens, tout le monde ne kiffe pas le second degré ou ne le comprend pas. Oui, Par oui, exemple, totalement. Moi, je suis une personne très second degré dans la vie. Et en fait, aussi, donc je me pose déjà ces questions. Il faut aussi que je fasse attention, par exemple sur les blind tests, à ne pas réutiliser les mêmes musiques parce que j'ai quand même un certain public d'habitués qui me suit dans beaucoup de mes soirées. Donc il ne faut pas que eux soient avantagés par rapport aux autres. Il faut que chacun ait une chance. Vraiment, c'est toujours c'est une torture à prendre en compte chaque semaine, entre guillemets. Bah, du boulot supplémentaire, parce qu'il faut que toujours tu te dises, faut que je mette une nouvelle musique. C'est ça. Et il faut aussi que ce soit pas un truc ultra méconnu. Oui. Il faut que tout le monde kiffe, parce que sinon, à partir de là, on tombe entre guillemets dans l'élitisme. Et c'est pas ça que je veux. Je veux que mes soirées soient accessibles au plus grand nombre. Mais ça intéresse qu'une partie de mon public, entre guillemets. Ça intéresse que le public de bar, entre guillemets. Ça intéresse pas vraiment le public de TikTok. Ah, justement, j'allais te poser la question si principalement les gens qui venaient à tes soirées, c'était des gens de TikTok, voilà. Pas du tout. En fait, TikTok, ça ne fédère pas. En fait, je sais pas. Peut-être que je suis dans l'erreur. Vraiment, peut-être que je suis dans l'erreur, mais je pense qu'il y a une sorte de starification, déjà, en général, de TikTok, chez les gens qui percent, entre guillemets, qui réussissent. Et en fait, c'est que moi, j'ai pas du tout cette... pour moi, je suis une goutte d'eau dans TikTok. Je me considère pas comme quelqu'un qui apporte quelque chose, qui renouvelle un truc, etc. Non, il y a plein de gens qui font la même chose, etc. Mais déjà, il y a pas longtemps, j'ai reçu un commentaire qui m'avait sidéré. Ok. D'un mec qui me disait ouais, au début t'étais cool, c'était super bien ce que tu faisais, mais maintenant c'est devenu tout pourri, t'es plus du tout t'es plus du tout régulier dans ton contenu, t'es devenu pauvre, je te comprends, ça arrive à tout le monde. Tu vois, What? Oui, alors Toi, que... what? Pourquoi, en fait, pourquoi ce côté pauvre? Parce que oui, parce que comme tu dis, je ne vis pas de mon contenu, je vis donc de mes doublages et je vis de mon événementiel. Mais malheureusement, le Covid a impacté l'événementiel, etc. Il y a des endroits où je pouvais plus avoir le salaire que j'avais. J'ai déménagé et j'ai eu des soucis avec la CAF, etc., qui se sont étalés sur le long terme, donc ce qui a créé d'autres problèmes, etc., ce genre de trucs-là. Et donc, ce qui fait que j'ai dû bosser comme un malade pour me sortir un petit peu de tout ça, ce qui fait aussi que TikTok en a pâti. Mais voilà, c'est des choses qu'on n'imagine pas pour un vidéaste. Dans la tête du public, entre guillemets, j'ai l'impression que le vidéaste, à partir du moment où il perce un peu sur TikTok, il y a le côté Yes Life, tu vois ce que je veux dire? TikTok ou YouTube, ou après il y a une espèce de, comme tu dis, une starification de la personne. Voilà, alors que non, c'est pas du tout le cas. Je suis une personne extrêmement banale, entre guillemets. Oui, tu utilises juste cet outil qui est TikTok pour t'amuser, Voilà. peut-être pour te promouvoir un petit peu, mais pas dans Voilà. l'idée de... Mais le public, mon public de TikTok, etc., ne s'intéresse pas à mes soirées. Eux, ce qui les intéresse, c'est quand je fais des imitations et des doublages, C'est un autre principalement. public, C'est le contenu que je propose sur le web. Et alors, je te donne la parole tout de suite après, Jérôme, mais j'ai une question pile poil en fait dans le thème de ce que Ekichi en fait nous a dit. Là, tu parles de l'outil TikTok. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi TikTok plutôt que par exemple qu'un YouTube ou un YouTube Short? Alors, YouTube, c'est très simple. Je m'y suis jamais réellement intéressé. Je fais partie de la majorité silencieuse, quoi. Je suis pas la personne
qui est impacté par les TikTokers, par les vidéastes qui disent et surtout n'oublie pas de t'abonner, mets la cloche, les notifs, etc. Non, moi c'est pas du tout le cas. Moi je consomme simplement la vidéo et j'ai pas trop d'interaction. Malheureusement, mais il faudrait que je l'ai plus. J'essaie maintenant de le faire plus avec les vidéastes qui m'intéressent, etc. Bon, bien sûr, je suis abonné à un certain nombre de vidéastes que j'aime beaucoup quand même. Et YouTube, je m'intéressais un petit peu à justement comment ça évoluait, parce que je voyais beaucoup de vidéastes qui faisaient des vidéos à ce sujet, et j'ai vu que ouais, YouTube aujourd'hui, c'est vraiment... en fait, c'est vraiment c'est même plus un pavé dans la mare, c'est un grain de sable dans le Sahara. C'est vraiment en mode c'est saturé, si tu n'es pas c'est sursaturé, et si tu n'es pas propulsé par un grand entre guillemets de la plateforme, ton contenu sera invisible. En plus, YouTube se permet maintenant de mettre leurs pubs, etc. sur les petits comptes, ce genre de trucs là, et donc cette façon de faire, ça me bloque. Ouais. Ça me bloque, et surtout que je me disais que mon contenu marcherait pas sur du long format, parce qu'en plus YouTube, je crois que, enfin à ce moment-là, il y a encore 2 ans, ils étaient encore sur il faut que la vidéo elle fasse 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Sauf que moi j'étais en mode, mais en fait si je fais ça, je vais durer 3-4 vidéos, etc. Alors que TikTok, et maintenant YouTube Short, et même Instagram aussi, parce que oui, les réels. TikTok c'est tellement, avec le confinement déjà, TikTok c'est tout le monde a pris un peu de concept, le concept. Que voilà, c'est maintenant tout le monde est en mode allez, on fait pareil. Fait pareil. Et en fait, je me disais, le format court, c'est le format qui va le mieux marcher, qui sera plus efficace, qui sera plus dynamique. Et moi, je suis une personne qui essaye qui est entre guillemets dynamique dans mon travail. J'aime être dynamique dans mon travail, et donc résultat, ça me permet de. Et en plus, j'ai jamais, même si j'ai fait un BTS audiovisuel, etc., en fait, j'étais en mode, moi je trouve qu'un montage entre guillemets ultra simple, genre à l'ancienne, ça marche. C'est plus naturel, spontané. Ça passerait, ouais. Et moi justement, c'est ça que je recherche. Ouais. Je peux pas faire mon contenu si je suis pas naturel, si je suis pas spontané, tout simplement. Jérôme. J'y arrive pas. Alors vous parlez de TikTok, moi pour le coup je suis complètement hermétique à ce phénomène. Parce que je suis en 87, j'assume. Du coup, moi j'ai regardé quelques contenus à toi sur YouTube, donc notamment des shorts, etc. En fait, c'est que ce que j'ai déjà mis sur TikTok. J'imagine, oui, parce que bien souvent, c'est ce qu'il y a. Mais a priori, j'ai pas tout eu, puisque il y a des infos que mes confrères avaient et pas moi. J'ai mis 10% de mon travail. Ouais, j'imagine bien. En l'occurrence, moi j'en ai vu quelques-uns. Il y a des trucs qui m'ont fait hurler de rire. On l'a vu tout à l'heure en off, le Bigard, parce que tu le tiens de ouf. Mon grand désarroi. Tu le tiens de ouf, les maintenir, mais j'ai aussi éclaté de rire quand tu as commencé une vidéo. Alors je savais pas du tout à quoi m'attendre, et tu as balancé le bonjour vous de Ico, et je me suis dit mais merde, c'était lui. Bonjour vous. Voilà, parfait. Franchement, j'ai l'impression d'être à Bordeaux. Ça tombe bien, j'en merci. viens. Oui, t'en viens. Et lui, il est de là-haut, il me semble. Eh oui. Bref. D'ailleurs, Étagère, qui travaille avec Iconoclast, Mhm. on était ensemble à la fac. Ok. Voilà. Ce monde est tout petit. Voilà. Personnalité politique, moi j'aime beaucoup ton Le Pen, mais le tien seulement. Voilà. Et sinon, j'ai adoré quand tu fais le pingouin de Philippe Pétieux. Ah. Franchement, on s'y croirait. Voilà. Et le Star-Lord de Kruger aussi, bluffant. Je me suis choqué moi-même, je t'avoue. Bluffant. Parce que- J'avais l'impression d'être devant les Gardiens de la Galaxie ou devant Jurassic World. Ah oui. Bluffant, vraiment. Ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Et ton Tom Hardy VO, alors que c'est un acteur que je n'aime pas du tout, bravo. Une tuerie. En VO, j'aime beaucoup aussi la voix de Voldemort que tu fais en VO. Ralph Fiennes. Ouais. Ralph Fiennes, ouais. Ouais, j'aime beaucoup celle-ci. Ouais. C'est vrai que t'as vraiment un don pour modifier ta voix. C'est Et du travail, ouais. c'est pas un don, c'est vraiment beaucoup de travail.
Ouais, tu Ouais. regardes beaucoup de choses, tu t'inspires, tu essayes de C'est moduler. C'est ça. Donc, et tu t'en sers maintenant dans le fait que tu fais de plus en plus de doublage, parce que c'est vrai que en ce moment tu tournes pas mal. Ouais. Donc Ça, je suis content, ouais, c'est ça déjà commence à bien. remonter. Alors oui et non, dans le sens. Alors oui pour l'imitation parce que j'ai été contacté par une chaîne de télévision pour une émission à la rentrée. Je dois avoir la réponse ce mois-ci. On verra bien ce que ça donnera. On verra bien ce que ça donnera. Par contre, imitation et doublage ne vont pas forcément ensemble. Parce que, en fait, là où l'imitation peut aider, c'est quand le DA va nous demander d'être relativement proche dans la proposition de l'original. Mais par contre, imiter quelqu'un, c'est généralement très mal vu, et surtout s'il est mort. Par Ouais. exemple, malheureusement, il y a des années, on a perdu Patrick Poivet. Donc ça va faire quoi, 3 ans maintenant pour les 2. auditeurs qui ne verraient pas qui est Patrick Poivet, donc c'était la voix de Bruce Willis, entre autres, de Rire et Chanson. Et beaucoup d'autres, évidemment, de Tom Cruise aussi, il y a longtemps. Dans Top Gun, justement, c'était Patrick Poivet. Et le truc, c'est que s'il y avait quelqu'un qui arrivait derrière et qui essayait d'imiter Patrick Poivet sur Bruce Willis, ça serait très très mal reçu. C'est normal. D'ailleurs, je crois que c'est sur le. En fait, quand Patrick Poivet est décédé, il y a eu un film de Bruce Willis qui est sorti pas longtemps après, et il n'avait pas fait la VF, et c'était Eric Herson-Macarel qui l'a fait, et le film s'est fait dépouiller, alors que Eric Herson-Macarel n'était pas du tout dans la même proposition que justement Patrick. Hein. Donc c'est quand même impressionnant de voir que nous, en France, ça va être très compliqué quand des grosses voix partent. Par exemple, là, on en subit, hein, parce qu'il y a la voix donc, de José Lucioni, Ouais, avant-hier. José Ou Lucioni. non, hier, je sais plus. De toute façon, au vu de la diffusion, ça sera. Voilà, mais oui, la VF de Bryan Cranston aussi. c'est la voix de Bryan Cranston, exactement, oui, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Voilà. Jérôme, tu avais une autre intervention ? Oui, mais alors justement, quand on voit le goût qu'a le public en ce moment à justement la nostalgie et tout ça, les doudous, Ouais. est-ce que justement les voix auxquelles on est habitué pour tel ou tel acteur ou pour tel ou tel stéréotype, etc., est-ce qu'il ne va pas y avoir une demande du public pour qu'il y ait en fait des imitations d'eux ? Et est-ce que c'est pas ça le danger ? Après, je dis pas que c'est un danger de faire des imitations, bien au contraire. Mais est-ce qu'il va pas y avoir une demande ? Enfin, est-ce que toi tu le sens ? Il y a une demande d'imitation en général, mais pas dans le doublage. Et je pense que les gens seront toujours très compréhensifs du fait que c'est chaud quoi, d'imiter quelqu'un qui est déjà dans le métier, parce qu'en fait c'est du vol littéralement. En fait, très bonne anecdote justement, toi qui parlais justement de mes débuts, de mes débuts et du moment où j'ai explosé sur TikTok. Quelques jours plus tard, j'avais reçu un mail d'une personne qui faisait un projet, je sais plus quoi, un court-métrage ou un truc. Voilà, et fait oui, bonjour Mathieu, on voudrait t'engager sur un projet en tant que comédien. On a demandé à Benoît Alman, la voix, donc pour ceux qui ne voient pas qui est Benoît Alman, la voix française de Morgan Freeman. J'ai pas besoin d'épiloguer plus, je pense que juste ça suffit. Celui-là aussi, tu le tiens. Effectivement, oui, je le tiens. Là, je l'ai pas bien eu parce que ma voix était un peu usée, mais attends. Salut. Ah, là c'est bon, là je le tiens. C'est incroyable. C'est déjà mieux. Dieu est dans notre studio. C'est ça, c'est ça. Et donc en fait justement Benoît Alman ils n'avaient pas réussi à le joindre et elle fait donc on te propose le projet à toi, et là je leur pose la question, fait alors attendez, vous me proposez le projet à moi en tant que comédien, ou vous me proposez le projet parce que vous n'avez pas eu Benoît Alman et que vous me voulez parce que je sais imiter Benoît Alman pour que je vous fasse Benoît Alman à sa place et potentiellement moins cher. À votre avis, première ou deuxième? Deuxième. ouais, deuxième, Full. oui. La deuxième. S'ils sont honnêtes, Évidemment. ils t'ont dit la deuxième. La deuxième, ils me l'ont dit honnêtement, et je leur ai dit que malheureusement j'allais refuser parce que justement c'est le fait de pourquoi j'imite. Je fais des imitations, c'est ma façon de rendre hommage aux comédiens français qui font ça.
Et non pas, c'est pas une manière pour moi de leur piquer leur taf. Parce qu'il y avait eu une polémique là-dessus, justement, je ne sais plus qui avait fait ça, mais Benoît Alman, un jour sur son compte Facebook, a dit les gens qui imitent ma voix pour se faire de l'argent dessus, c'est un peu too much, parce que je sais plus dans quel contexte c'était, mais je sais qu'il y a des gens qui savent l'imiter, et qui ont dû être contactés justement par ce genre de truc, et qui avaient accepté. Est-ce qu'il y a des recours en justice quand c'est comme ça? Est-ce que la personne peut... Parce que t'imites la voix, elle est quand même vachement reconnaissable auditivement, mais est-ce que c'est considéré comme du vol, comme du plagiat, comme... c'est difficile à... C'est considéré comme du vol si quand c'est vendu comme, à but lucratif. Ouais. Tu vois, là, nous, par exemple, on est une association à but non lucratif, donc, entre guillemets, on ne devrait pas avoir de soucis quand on va faire le multivers derrière, quoi, tu vois. Parce que aucun contenu que l'on fait ne génère d'argent. On rend hommage. Voilà, tu vois. Et c'est pour ça que... Ouais, tu vois, mais c'est toute la subtilité, entre guillemets. De toute manière, quand on parlait de comédie, de doublage et d'imitation, déjà, c'est déjà, je pense, assez compliqué de se concentrer sur le rôle de comédien pour se mettre dans le rôle, etc. Donc en plus, si tu dois imiter une voix, c'est un travail supplémentaire accumulé, je pense. Oui, c'est le cas. Donc, c'est le cas. Ben, en fait, c'est même comme ça que je fais pour parfaire mes imitations, parce que moi il y a un truc, c'est que il y a des années j'ai été marqué par une interview par une intervention de Lucchini chez Gérard et Drucker, justement. C'était un Vivement Dimanche habituel où, comme d'habitude aussi, les Gérard faisaient ses imitations, et comme d'habitude il faisait Johnny. Et là, il y a Lucchini qui l'arrête et qui lui balance. Mais vous voyez, c'est énorme ce qu'il fait, Laurent, parce que Laurent, il s'arrête pas à la périphérie, lui, il va à l'essence. Et justement, quand il a dit ça, ça m'a... juste cette phrase, elle m'a vraiment, tu sais, oh! T'es en mode, oui, c'est ça le truc qui me manque. C'est-à-dire, oui, c'est très bien de savoir faire une voix ou de s'en rapprocher, mais si je veux réussir à être le plus proche possible de cette voix, il faut une part de jeu. Un détail à la con, tu vois, par exemple, si je te donnais, là je vais en faire une comme ça, si je te donnais Scar du Roi Lion, Scar du Roi Lion qui est joué donc par Jean Pia, qui jouait d'ailleurs Gandalf. Donc là, vous voyez, je vous parle avec entre guillemets le semblant de voix de Jean Pia, mais je vous parle comme moi, Mathieu Solan, est en train de vous parler à vous, faciès, public et auditeur. Alors que si je me mets à jouer, là vous ne le voyez pas, chers auditeurs, mais mon visage se tord. Complètement. Vie au roi. Il faut une part de, il faut une part de jeu. Il faut une part de jeu. C'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui sont dans le doublage qui veulent que, entre guillemets, qu'on les appelle des comédiens. Ce sont des comédiens, voilà, et non pas, entre guillemets, des doubleurs. Le doubleur, c'est très simple. Le doubleur, c'est la société qui vous embauche. Point barre. Ah ouais, d'accord. Je savais même pas ça, tu vois. Voilà, le doubleur, c'est la société qui embauche les comédiens. Donc Dubbing par exemple. Dubbing Brothers est un doubleur. Ok, tu vois, nickel. Voilà. Dernière question, mon Jérôme, et puis après je poserai la question donc à Mathieu de ses futurs projets. Ah oui, moi j'avais une dernière question. Donc on parle d'imitation depuis tout à l'heure, on a parlé d'outils, et du coup l'outil le plus précieux dont tu disposes finalement, c'est ta voix quand même. Exact. En fait, d'où te vient le goût de l'imitation ou le talent de l'imitation? À quel âge ça t'est venu? Parce que moi-même, j'aime bien faire des imitations. Je le fais depuis que je suis tout petit. Je le fais vraiment depuis que je suis tout petit. En revanche, j'ai pas l'occasion de m'entraîner parce que arriver à l'adolescence, par exemple, c'est quelque chose qui devient plutôt ridicule. Donc du coup, tu le fais moins. Bref, etc., etc. Bref. Condense-moi tout ça comme tu peux. Mais à quel moment c'est venu et pourquoi? Quel a été le déclencheur éventuellement? Ça va être très simple et très rapide. En fait, ça m'est venu vers déjà dès 4-5 ans environ. En fait, tout ce que je voyais, je suis une éponge. C'est-à-dire que tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais à la télé, à la radio, etc., en fait, je m'amusais à le reproduire. Et bien sûr, quand j'étais gosse, je pouvais pas tordre ma voix. Je pouvais pas tordre ma voix comme je suis capable de le faire aujourd'hui, mais j'essayais de m'en approcher, etc. Et ensuite, donc plus après passer l'adolescence, etc.,
J'ai mué. Et malgré ça, je me suis rendu compte que je pouvais continuer, etc., à faire des trucs. Et là où toi, justement, tu t'es dit l'adolescence, je vais arrêter, bah non, moi justement, j'ai gardé entre guillemets le cap parce que c'était ma façon de faire rire. Et parce que déjà, dès l'école, je faisais ça. Je reprends, enfin, par exemple, le rituel le soir. Pendant très longtemps, avec ma famille, c'était vraiment le repas du soir, 19h50, les guignols, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé justement à essayer de faire des voix imitées, à reprendre les mimiques des marionnettes, etc. Et à l'école, je refaisais ça à la cantine, dans la cour d'école. Et voilà. Et ensuite, j'ai diversifié mon truc des guignols. Je suis passé ensuite à Disney. Ensuite, c'est parti sur d'autres trucs, genre Simpson, ensuite South Park, ensuite... plus j'ai grandi, plus mes goûts ont évolué, les imitations aussi. Ouais, avec tes influences avec pop mes culture influences, et tout ça. Ouais. exactement. Et aussi, comme dit ma mère, je suis une personne qui vit dans ses cassettes. Je suis né en 95, mais je m'intéressais à des trucs. Bah, déjà, rien qu'au niveau de la musique, mes groupes favoris sont Led Zeppelin, Pink Floyd et Slipknot. Ah oui. Bon, après Slipknot, c'était déjà c'était à mon époque. Donc déjà, enfin. Ouais, mais Led Zeppelin, c'est Voilà, pas trop Led ton Zeppelin, c'est époque. loin en arrière. Mais tu vois, par exemple, quand je sortais Decon Garcia aux gens alors que j'avais 10 ans, ils me disaient, mais d'où tu connais ça, toi Alors que Ouais. littéralement, Decon et Garcia se sont finis genre une semaine après ma naissance. Ah oui, non, mais c'est, Ouais, c'est ça. Et puis c'est marrant parce que sur ton TikTok, de Cône Garcia, tu fais Tullio. Ouais. Et donc c'est Antoine de Caunes Ouais. qui fait Tullio, donc Exact. c'est marrant, c'est marrant. Donc finalement tout se recoupe, les amis. Est-ce que tu as des futurs projets, Mathieu, là qui devraient arriver prochainement pour les auditeurs qui nous écoutent? Alors je fais en sorte de relancer mon contenu sur TikTok. En fait, le truc, c'est qu'il y a un truc que je déteste. Je déteste refaire le même travail, c'est-à-dire mâcher mon travail. Il y a des gens qui me redemandent des trucs sur TikTok. J'ai envie de leur faire plaisir, mais à côté, il y a le côté artistique où je suis en mode, j'ai pas envie de vous refaire encore et encore la même chose et qu'au bout d'un moment, ouais, bah en fait, t'as que ça à faire, enfin, tu sais faire que ça. J'ai constamment envie de me renouveler et déjà en 1 an et demi, presque 2 ans de TikTok, ben j'ai fait énormément. Il y a un moment en plus où je faisais des vidéos tous les jours, où j'en faisais même 2 par jour. Et au bout d'un moment, le stock s'épuise et j'ai pas envie de répéter, même si ça ferait des vues. J'ai pas envie. Tu peux coupler un petit peu les deux. De temps en temps, tu mentionnes un commentaire pour faire plaisir et puis tu fais ton contenu créatif. Voilà. Et de temps en temps, hop, tu reviens. Bah, mais ouais, Voilà. faut savoir doser, quoi. Ouais, mais Ouais, exact. le truc, c'est que ça, tu peux le faire quand c'est ton activité principale. Ouais. Là, Oui, c'est Mathieu, il fait plein d'autres choses. Mm. Ouais, je fais plein d'autres choses et justement, là, on arrive au très gros projet. Donc là, la pièce dont je vous ai parlé, Hakuna Matmavoix, elle est finie. Et en fait, je suis en train de produire la suite. L'écriture est quasi finie. En gros, à la fin de mon spectacle de Hakuna Matmavoix, j'avais fait un petit truc à la con, en plus, avec, sur les écrans derrière moi. En gros, dans le lore de mon spectacle, Mickey découvrait l'existence de mon spectacle. Et en gros, il arrivait en mode... là, je vais pas pouvoir l'imiter parce que ma voix, elle a bien morflé ces derniers jours. Je peux plus trop aller dans mes aigus. Ouais, Mais il Mickey, disait ouais, en c'est mode, chaud. alors, pendant 2 ans, t'es pas passé par les ayants droit pour ton spectacle. Et donc, en fait, il utilisait l'étoile de la mort et détruisait mon spectacle. Et tu vois, D'accord. le même du gant de Thanos avec genre Disney, la Fox, Oui. etc. Et bah pareil, j'avais rajouté le logo de mon spectacle. Et en fait, à la fin, justement, du spectacle, normalement, Mickey était censé me tuer. Mais je me faisais sauver par une de mes voix, qui était la voix du Docteur Strange. D'accord. Et justement, je me suis mis devant l'écran, j'ai commencé à faire ça, et en fait, ça a fait j'ai fait en fait comme dans Endgame, et où justement, tu voyais mon logo apparaître, le logo Disney, le logo Star Wars et le logo Marvel. Et en gros, je suis en train de faire la suite de ce spectacle qui s'appellera Maturity War. Entre guillemets, le D'accord. petit spectacle de la maturité, mais sinon le vrai projet sur lequel je planche depuis 2 ans, c'est un spectacle, c'est une pièce de théâtre. Là, j'ai créé une troupe, une compagnie pour celle-là, qui s'appelle, la compagnie s'appelle l'Arbre Monde, l'art A-R-T apostrophe B-R-E D'accord. Monde, donc le mix des 2 mots. Et en fait, ça sera une pièce sur la mythologie scandinave, sur le mythe de Balder. Tout simplement, pièce que j'ai écrite, dans laquelle je joue Balder, pièce dans laquelle je mets en scène actuellement,
et pièce dans laquelle j'ai composé 100% de l'OST avec le plus possible d'instruments vikings possible, avec un ami, C'est bon. sur Bordeaux. Eh ben, Donc ça sent t'es fan un peu de la mythologie nordique, on dit. Bon. Je suis très fan Ouais. de mythologie en général, mais la Ouais. mythologie scandinave, Ouais, toujours. Et pour moi, ce serait mon objectif, c'est d'apporter de la nouveauté. Dans le théâtre, je n'ai jamais vu ça. Et qui plus est, avec le succès de Vikings, de God of War, etc., Complètement, ouais. je me dis ça peut être le moyen de ramener des gens de mon âge un petit peu plus et un petit peu moins au théâtre aussi. Ouais, c'est une des mythologies les plus populaires Voilà. du moment. Hein. c'est vrai. C'est étonnant que ton projet soit d'amener les gens au théâtre en parlant de mythologie scandinave quand on a The Northman au cinéma actuellement. Que j'ai adoré. Oui, qui est très bien. C'est un super film, Mais vraiment. Robert Edgers, il faut, voilà, c'est soit ça passe pas, en général. Voilà. C'est ce que je vous disais. Hein, c'est clairement, ça fait pas de demi-mesure, hein, Robert Eggers. Hein, c'est pas possible. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Mathieu, pour cette interview. J'espère que ça t'a plu. On va continuer Bah oui. l'émission avec ta compagnie, bien entendu, puisqu'on va parler de Stranger Things.